colère des habitants du quartier Rimketa à Ouagadougou. Ils marchent pour exiger des infrastructures adéquates. Leurs routes sont dans un état pitoyable. Ce matin, ils ont battu le pavé de la cité de la Renaissance jusqu'au rond-point de Noncé pour se faire entendre. Les détails dans un instant. Les syndicats de magistrats montent au créneau. L'intersyndicale désapprouve les décrets pris en Conseil des ministres et qui font état de la régularisation des indemnités des magistrats au Burkina Faso. Les magistrats dénoncent un plan funeste pour asphyxier financièrement les acteurs. Vous en saurez plus dans ce journal. En Côte d'Ivoire, Daniel Kablan-Duncan rend le tablier. Le vice-président ivoirien a remis sa démission qui a été acceptée par le président Alassane Ouattara. L'annonce a été faite aujourd'hui par le secrétaire général de la présidence. Vous saurez les motivations d'une pareille décision dans cette édition. Voilà pour les titres de LCA 20h. Bonsoir à tous et merci de nous suivre. Tout d'abord, sachez que Safiatou Lopez Zongo est condamné à 12 mois ferme de prison avec une amende de 500 000 francs CFA. Il y a eu aussi la révocation de son sursis de 2018. La présidente du cadre de concertation nationale des organisations de la société civile écope donc à nouveau 12 mois ferme et 1 million de francs CFA de dommages et 1 million autres de frais d'avocat. Safiatou Lopez Zongo devrait passer au total 24 mois ferme de prison. Le verdict a tombé aujourd'hui. Dame Lopez a été jugée coupable de diffamation à l'endroit de l'adjudant-chef-major Abdoulaye Sawadogo, commandant de la brigade de recherche de Ouagadougou. Du côté de la lagune Ébrié, la nouvelle est tombée comme un couperet cet après-midi. Le vice-président ivoirien Daniel Kablan-Duncan a remis sa démission qui a été acceptée par le président Dramane Alassane Ouattara. C'est du moins ce que l'on peut retenir de l'annonce faite aujourd'hui même par le secrétaire général de la présidence, Patrick Hachi, que je vous invite à suivre. Le vice-président de la République, M. Daniel Kablan-Duncan, a remis au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, sa démission du poste de vice-président de la République pour des raisons de convenance personnelle par une correspondance en date du 27 février 2020. Après plusieurs entretiens, dont le dernier a eu lieu le mardi 7 juillet 2020, le président de la République a pris acte de cette démission et a procédé le mercredi 8 juillet 2020 à la signature d'un décret mettant fin aux fonctions de M. Daniel Kablan-Duncan en qualité de vice-président de la République, conformément à la Constitution, telle que modifiée par la loi constitutionnelle numéro 2020-348 du 19 mars 2020. Le président de la République voudrait rendre hommage à un grand serviteur de l'État, un homme de devoir et d'engagement. Le chef de l'État félicite M. Daniel Kablan-Duncan pour son importante contribution à ses côtés et au service de la nation, successivement en tant que ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Premier ministre, chef du gouvernement et vice-président de la République. Fait à Abidjan le 13 juillet 2020. Une démission qui intervient alors que le pays est en deuil après le décès du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, décès survenu le 8 juillet dernier. Et on apprend justement que le Premier ministre Christophe Joseph Marie Dabiré assistera ce mardi 14 juillet à Abidjan aux obsèques de son homologue ivoirien. Le chef du gouvernement burkinabé sera accompagné des membres du gouvernement et des représentants de la classe politique, de la majorité comme de l'opposition.
En Côte d'Ivoire, toujours, le président du Sénat ivoirien, Jeannot Ahoussou Kouadio, a été testé positif au nouveau coronavirus à l'occasion d'un contrôle médical de routine en Allemagne. Le président de la Chambre haute du Parlement invite ses compatriotes au strict respect des mesures barrières préconisées pour combattre la propagation du nouveau coronavirus. À ce jour, la Côte d'Ivoire enregistre 12 766 cas confirmés au Covid-19 avec 84 décès. Toujours dans l'actualité Covid-19, le président malgache Andry Rajoelina a indiqué hier que 2 parlementaires étaient morts des suites d'une infection au Covid-19. Il s'agit d'un député et d'un sénateur. Après test, il y a maintenant 11 députés porteurs du virus du Covid-19 et au niveau du Sénat, 14 personnes sont également infectées. Des employés de la présidence avaient été aussi infectés, a indiqué le chef de l'État malgache. Depuis le début de l'épidémie, 2573 personnes ont été infectées, dont 35 sont mortes. Le gouvernement estime que le pic de l'épidémie n'aura lieu que vers la fin août. Au Burkina Faso, le gouvernement retire de l'Assemblée nationale le texte portant sur la révision du code électoral, un projet de loi sur lequel devrait statuer le Parlement burkinabé au cours de sa 2e session extraordinaire de l'année. Le gouvernement dit avoir pris cette initiative afin de travailler à présenter un projet de loi qui approuve l'assentiment de l'ensemble des acteurs politiques. Il entend de ce fait demander une nouvelle session extraordinaire une fois le consensus trouvé. Ahmed Nanema, Bachirou Sawadogo. L'examination du projet de loi portant révision du code électoral par l'Assemblée nationale, initialement objet de cette plénière, vient d'être reportée. Le gouvernement ayant décidé de retirer le texte de l'ordre du jour. Il s'avère que le code électoral doit être consensuel et qu'un certain nombre d'accords se sont intervenus donc dans ce code-là, ce qui nécessite donc que les acteurs politiques qui étaient autour de la table se retrouvent pour véritablement tomber d'accord sur ce code-là, afin qu'il soit présenté à l'Assemblée nationale. L'une des causes expliquant cette situation est, selon le porte-parole du gouvernement, celle de la pandémie du coronavirus. En raison notamment de la pandémie à coronavirus, il y a eu donc un certain nombre de retards qui ont été constatés dans le déroulé. Et comme en Conseil des ministres nous l'avions dit, il fallait notamment apporter un certain nombre d'améliorations pour permettre la tenue des élections aux dates fixées, à savoir le 22 novembre. La 2e session extraordinaire, ouverte sur demande de l'exécutif le 29 juin dernier, s'achève ainsi sans pouvoir délibérer sur le projet relatif à la modification de la loi numéro 014 de l'an 2001 portant code électoral au Burkina Faso. Cette situation devra au plus tôt être résolue afin que cela n'entrave en rien la tenue des élections fixées au 22 novembre prochain. Tout autre chose à présent, le Nigeria confirme la guerre contre la corruption. Le président Muhammadu Buhari a réagi publiquement pour la première fois à la suspension du chef de l'agence de lutte contre la corruption du Nigeria. Le président Buhari a déclaré que la suspension d'Ibrahim Mangou est une indication que la lutte contre la corruption au Nigeria est réelle et active. Ibrahim Mangou a été arrêté suite à des allégations d'abus de pouvoir. Il est accusé d'avoir volé de l'argent que son agence de lutte contre la corruption avait confisqué au cours de ses opérations, alors que les autorités avaient auparavant nié son arrestation. La lutte contre la corruption a été l'une des principales promesses de campagne du président Buhari lors des élections de 2015 et 2019. Retour au Burkina Faso où les habitants du quartier Rimketa de Ouagadougou ont marché ce matin pour exiger des infrastructures adéquates. Les marcheurs interpellent les autorités compétentes sur l'état pitoyable des principales voies du quartier. Oubliés, disent-ils, leur principale demande est que les autorités viennent constater le visage dégradant de ces voies en cette période hivernale. Benjamin Kwame a suivi la marche pour vous. Suivez son compte rendu.
Après plusieurs mois de concertation, les habitants de Rimkieta sortent enfin ce lundi pour mettre en exécution le résultat des réflexions. À pied pour certains, à vélo ou à moto pour d'autres, ils sont sortis très nombreux. Pancarte en main, femmes, enfants, hommes de toutes les couches sociales dénoncent l'état pitoyable des principales voies du quartier. Après 20 ans de lotissement, mon Rimkieta toujours enclavé, trop c'est trop, route impraticable et dangereuse, pouvait-on lire sur les pancartes. Et la marche se tient sur cette voie boueuse. Nous sommes sortis pour en tout cas faire voir l'état piteux de notre voie. L'état piteux de notre voie, parce qu'il faut reconnaître que le quartier a été loti il y a de cela plus de 20 ans. Plus de 20 ans, je pense que c'est en 2015 quand on a fait la première marche. À l'issue de la première marche, nous avons pu avoir un pont. Alors il faut dire que le lancement de ce pont-là, nous avons promis qu'il y avait un goudron qui allait quitter ici pour continuer jusqu'au niveau de la cité. Alors nous avons entendu, il n'y a pas eu de goudron. La marche s'est tenue sur un tronçon de 5 km. Les manifestants estiment être lésés, une sorte d'injustice qu'ils soulèvent car certains quartiers de la capitale Ouagadougou sont en construction en termes de voirie et pourtant sont aussi des contribuables, précise-t-il. Je prends par exemple l'exemple des quartiers comme Karpala, Gounguin, Pissi, Gounguin et tout ça. Nous avons constaté que tous ces quartiers-là, les travaux ont commencé, mais chez nous, ça n'a pas commencé. Vous avez constaté avec nous-mêmes ce matin que ce n'est pas simple de quitter là-bas pour entrer en ville. Alors ceux qui sont là, beaucoup sont des travailleurs. Donc si tu lèves le matin pour arriver en ville, c'est vraiment, c'est pas facile, c'est un parcours de combattant. Donc nous sommes sortis ce matin-là pour demander à l'autorité quand même de regarder notre quartier, qui est vraiment très proche de Ouagadougou et qui cotise dans les... Je vais parler aussi des impôts, parce que les gars des impôts passent aussi pour remplir la récolter des fonds. Nous pensons que c'est pour développer notre quartier. Dans cette interpellation, d'autres aspects liés au secteur de la santé, de l'éducation et la sécurité sont indiqués. On peut parler par exemple des questions d'école. Plus de 20 ans, il n'y a pas une seule école primaire dans ce quartier. Des questions de sécurité, questions de santé. Nos mamans que vous voyez comme ça, là, pour accoucher, il faut aller à Noncin, un peu devant encore, ou bien à Kilouin. À Noncin, on ne peut plus venir parce que à cause d'une petite pluie, il faut aller passer par Kilouin pour les gens de la ville. Nous avons, après avoir analysé, nous estimons que c'est la voie qui pose problème. On s'est dit que c'est peut-être nous, parce que nous n'avons pas de députés dans notre quartier, peut-être que parce qu'on n'a pas de ministre. Donc il est normal que nous, on pense que c'est une injustice. Les marcheurs indiquent également que les promesses avaient été faites depuis plusieurs mois, mais non tenues jusqu'à ce jour. Dans l'urgence, ils demandent aux autorités de venir constater d'eux-mêmes l'état de cette voie. Il y a eu beaucoup de promesses. Sur la voie, là, ils sont venus mesurer beaucoup de choses. On a tellement suivi. Vous voyez le quartier comme ça. Par exemple, la question de l'électrification. Il y a des zones, depuis plus de 15 ans, ils ont mis des poteaux, mais la moitié, il n'y a pas de poteaux. On a entrepris des démarches auprès de la Sonabel, ce n'est pas possible. La question d'eau, la moitié du quartier là n'a pas d'eau. On a entrepris tous ces démarches là, ça ne marche pas. Nous sommes à la saison hivernale et il y a déjà eu quelqu'un qui est mort sur la voie. Dans l'urgence, nous on souhaite que l'État vienne regarder l'état de la voie. On souhaite que pour venir, il ne faut pas aller passer par Kilouin parce que là-bas c'est goudronné. Donc à prendre la voie que nous avons pris là, ils comprendront que non, on a même tardé avant de marcher. La marche des habitants de Rimkieta s'est achevée au rond-point de Noncin où des concertations ont eu lieu pour envisager d'autres actions. Toujours au Burkina Faso, l'intersyndicale des magistrats tape du poing sur la table. Ce regroupement de magistrats boude l'adoption de 2 décrets en Conseil de ministres le 8 juillet dernier. Ces 10 décrets font état de la régularisation des indemnités des magistrats au Burkina Faso. On en sait plus avec Oumou Konaté. Certains magistrats burkinabés verront leur indemnité chuter drastiquement dans les prochains jours. Décision prise par le gouvernement en Conseil des ministres le 8 juillet dernier. Donc pourront exceptionnellement il s'agira de régulariser la situation des magistrats en service dans les hautes Toujours au titre du ministère des Finances, nous avons adopté 2 décrets. Des avantages qui portent sur la grille indemnitaire, les primes et avantages de toute nature alloués aux magistrats en fonction et aux auditeurs de justice. En effet, l'un des avantages que percevaient les magistrats au Burkina était la prise en charge de leur déménagement à 2000 francs CFA le kilométrage. Désormais, ils percevront 20 francs CFA le kilométrage au même titre que le reste de la fonction publique. Ce décret donc vient régulariser une situation où des magistrats, notamment ceux en service dans les hautes juridictions, ne percevaient pas 3 indemnités qui leur étaient pourtant dues. Ces indemnités n'avaient pas été prises en compte au moment de la revalorisation du traitement des magistrats en 2016.
en ce qui concerne les magistrats des hautes juridictions. Par conséquent, les magistrats exerçant dans ces juridictions percevaient des montants moins élevés que ceux que l'on versait à des magistrats en service dans les juridictions inférieures. Nous avons également adopté un décret modificatif du décret numéro 2016-256, presse PM, Minefid, MJDHPC, du 25 avril 2016, portant grille indemnitaire, primes et avantages de toute nature alloués aux magistrats en fonction et aux auxiliaires de justice. Ce décret modificatif vient restreindre le droit, notamment un certain nombre d'indemnités, en ce qui concerne notamment ceux qui ont droit au personnel de maison. Il supprime également la formule supplétive qui était dans le précédent. Il restreint également l'usage des véhicules de fonction ou affectés au président de cour d'appel, au procureur général, au commissaire du gouvernement près des dites cours. Il revoit également à la baisse la prise en charge du déménagement des magistrats, avec notamment des coûts qui sont conformes à ceux appliqués au reste de la fonction publique. Il restreint également le bénéfice de la prime d'investigation aux seuls magistrats en juridiction, en service à l'administration centrale du ministère de la Justice et en service au secrétariat permanent du Conseil supérieur de la magistrature. Mais l'intersyndicale des magistrats n'entend pas l'adoption des 10 décrets de la même oreille. Dans une déclaration datée du 11 juillet, l'intersyndicale des magistrats affirme qu'aucune concertation préalable avec les syndicats de magistrats n'a eu lieu avant l'adoption de ces décrets à la surprise générale des magistrats. En tout état de cause, l'intersyndicale rassure le gouvernement que cette décision, jugée provocatrice, va recevoir des réactions proportionnelles des magistrats, plus que jamais déterminés à se battre pour faire échouer leur plan. Elle appelle l'ensemble des magistrats à se tenir prêts pour des actions visant à préserver leur acquis et l'indépendance à la magistrature. En rappel, courant 2016, le gouvernement a pris un certain nombre de dispositions pour la revalorisation salariale de la magistrature à travers notamment un certain nombre d'indemnités, de primes et avantages de toute nature. L'actualité africaine, c'est aussi ce week-end insurrectionnel à Bamako. Bamako qui a été justement le théâtre des manifestations contre le régime du président Ibeka. Et comme il fallait s'y attendre, l'événement a meublé les colonnes des journaux d'ici et d'ailleurs. C'est à présent la revue de presse avec Drissa Traoré. Week-end insurrectionnel à Bamako. Désobéissance civile à Bamako, paralysie totale, titre en une, le quotidien malien Le Pays, qui revient sur la situation de ces derniers jours. Hommes comme femmes, tout le monde n'avait qu'un slogan, abat Ibeka et son régime. Venus de Bamako et de certaines villes du pays, les manifestants s'étaient réunis pour une seule chose, obtenir la démission d'Ibeka. Pour ce faire, certains messages étaient lisibles sur les pancartes, c'est fini pour Ibeka et son régime, vive le Mali. Les soirs évoquent une éruption de violence à travers la ville. Les faits semblent avoir donné raison à ceux qui craignaient un débordement de la manifestation de vendredi 10 juillet du M5 RFP. Le rassemblement pacifique organisé par ceux qui réclament la démission du président de la République s'est terminé en affrontement entre manifestants et forces de sécurité à plusieurs endroits de la capitale. Les violences se sont poursuivies le samedi. De quoi amener son confrère burkinabé, l'observateur Palga a parlé d'un week-end insurrectionnel qu'ont vécu les Bamakois, tout en craignant un bras de fer à l'issue incertaine. Le journal relève en effet que cette situation insurrectionnelle a douché l'optimisme de ceux qui pensaient que l'opposition, en même temps que la revendication d'une démission immédiate du président Ibeka, avait abandonné les manifestations de rue pour privilégier une sortie de crise par la négociation. L'Obs poursuit qu'il semble que non, et la montée de la fièvre sociale est symptomatique de la forte pression que le M5 met sur le pouvoir pour qu'il se plie à ses exigences. C'est véritablement un bras de fer que l'imam Diko a engagé avec le président Ibeka et dont il est difficile de prévoir l'issue. Mais avec l'appel au calme de l'imam Diko, comme affiché à la une de Le Soleil de Dakar, faut-il espérer une décrispation de la situation? Pas certains estiment le délai à Conakry. En effet, pour les sites d'information guinéens, prenant subitement la mesure de la crise, Ibeka a annoncé dans la soirée de samedi une dissolution des faits de la Cour constitutionnelle.
Son premier ministre Boubou Cissé, quant à lui, promet la formation d'un gouvernement d'union nationale dans les meilleurs délais. Mais il n'est pas certain que ces offres suffisent à calmer une fronde qui semble avoir résolument épousé la radicalisation, constate le Daily. Le journal malien L'Indépendant ne dit pas autre chose. Lui qui a beau afficher son optimisme pour un possible dialogue, trouve que le président Ibeka semble découvrir ces derniers jours les vertus de la médiation de la CEDEAO après avoir affecté dans un premier temps de ne leur accorder qu'un intérêt limité. Plutôt que de s'approprier ces dispositifs pour en faire une base de discussion franche et directe entre lui et le M5 RFP, c'est désormais L'Indépendant, le président Ibeka a préféré louvoyer en renvoyant ses adversaires à une majorité présidentielle qui ne l'est que de nom. Et pour le journal, cette maladresse présidentielle a conduit le M5 RFP à rétracter sa concession sur la démission d'Ibeka et déclencher la désobéissance civile. Le président Ibeka, qui semble avoir pris la mesure de la tragédie en cours, s'est enfin résolu à dissoudre ce qui reste d'une cour constitutionnelle dont un arrêt jugé unique est au cœur des troubles actuels. Le Mali est donc à la croisée des chemins et la répression dans le sang des manifestants n'est pas la solution, prévient le pays au Burkina. Bien au contraire, une telle option de la part d'Ibeka peut amener la rue, aider de frustrés et de pushistes tapis au sein de la Grande Muette à marcher sur le palais de Koulouba pour en déloger son locataire du moment. Attention donc au syndrome Moussa Traoré, du nom de cet ancien président malien déposé pratiquement par la rue en 1991. En début de journal, je vous parlais de l'arrestation de Safiatou Lopez et justement, nous venons d'avoir sa réaction à chaud suite à sa condamnation. Suivez plutôt. Justice pour laquelle nous nous sommes battus et pendant l'élaboration de la charte et pendant la transition pour qu'elle puisse avoir son indépendance. Je continue de faire confiance en cette justice-là et j'ai espoir et foi que le droit sera dit. Merci. Nous reviendrons sur cette affaire dans nos prochaines éditions et c'est sur une triste note que se referme cette édition. La plus jeune fille de Nelson Mandela meurt à l'âge de 59 ans. Zinzi Mandela est décédée dans un hôpital de Johannesburg aux premières heures du lundi matin. Elle était ambassadrice d'Afrique du Sud au Danemark au moment de sa mort. La cause de son décès n'a pas été révélée pour le moment. Zinzi Mandela était le 6e enfant de Nelson Mandela. Et c'est ce qui met fin à cette édition de 20h de LCA. Mais avant, ayez toujours à l'esprit qu'aucun de nous, en agissant seul, ne peut atteindre le succès. C'est sur cette citation de Nelson Mandela que je vous dis merci. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain à la même heure. Bonsoir.